bienvenue sur ce webinaire consacré au dispositif de formation certifiante de la région. Alors, ce webinaire est organisé dans le cadre du mois de la formation 2025, qui est piloté par la région Nouvelle-Aquitaine en partenariat avec Cap Métiers. Donc, tout au long du mois de septembre, une série de webinaires vous sera proposée. Je vous invite à retrouver la programmation sur le site Parcours Pro. Puis ce webinaire, le webinaire d'aujourd'hui, est le premier de cette longue série à venir. Donc, je suis Charlène Pallard, donc chargée de mission à Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine, et je vais co-animer aujourd'hui ce webinaire avec nos intervenantes du jour, Inès Tapia et Sylvie Bib, qui sont chargées de mission à la région Nouvelle-Aquitaine. Donc, sur des petites informations pratiques, le webinaire va durer environ 1 heure. Donc, il est enregistré. Vous pourrez le regarder dans quelques jours en replay sur la chaîne YouTube Parcours Pro. Et je vous invite à interagir avec les intervenantes en utilisant le chat à disposition. Donc, n'hésitez pas à y poser toutes vos questions tout au long du webinaire et je ferai remonter vos questions, remarques et autres commentaires à différents moments du webinaire. Je vais tout de suite laisser la parole à Inès Tapia qui va nous parler des dispositifs de formation certifiants. Eh bien, bonjour à tous, merci d'être connectés aujourd'hui pour parler donc des dispositifs régionaux qualifiants. Donc déjà, une petite slide introductive pour vous dire que les formations de la région s'adressent, enfin, les dispositifs qu'on va présenter aujourd'hui s'adressent aux personnes en recherche d'emploi. Les prescripteurs de formation peuvent trouver toute l'offre de formation sur le site Raphaël. Donc, les prescripteurs ou toutes les personnes qui peuvent intervenir dans tout le parcours d'intégration des stagiaires futurs. Donc, voilà. Et pour les personnes qui voudraient faire en autonomie des recherches de formation, il y a le site C'est ma formation. Hop là. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir sur cette slide, il y a beaucoup de services qui sont proposés dans le parcours d'insertion par la région. Donc, vous avez les lieux, outils, ressources, les actions de formation, la sécurisation des parcours. Donc, il y a beaucoup de services, on va dire, périphériques à la formation et la formation qualifiante, donc qui apparaît en jaune et qui est ce sur quoi nous allons nous centrer aujourd'hui. Mais voilà, c'est juste pour montrer que ça s'intègre dans un écosystème global qui est censé accompagner toutes les étapes du parcours du demandeur d'emploi. Euh, Et donc voilà, donc on va vous présenter les deux dispositifs. Ah pardon, vas-y Sylvie. Oui, alors Sylvie Bib, chargée de mission aussi, et nous allons vous présenter donc l'HSP, l'habilitation service public premier niveau de qualification, qui est un des deux dispositifs qualifiants, et Inès vous présentera les marchés qualifiants. Donc, effectivement, le but, c'est obtenir un diplôme de premier niveau. Pour 2026, donc ça n'a pas encore été voté. On espère, voilà, il va être proposé 7 600 places, hein, que ce soit du CAP ou du titre pro. Alors, l'HSP, c'est pour qui? Donc, c'est surtout pour les personnes sans qualification ou avec des qualifications obsolètes, bien sûr, de plus de 16 ans. Et c'est des personnes qui peuvent être en reconversion. Au niveau des métiers, c'est des métiers en tension et à fort potentiel d'emploi qui ont été retenus. Il y a l'agriculture, bâtiments, travaux publics, l'industrie, transport, logistique, commerce, hôtellerie, restauration, tourisme et services. Donc, effectivement, il y a beaucoup de demandes sur l'ensemble de Nouvelle-Aquitaine. Et depuis 2024, afin de pouvoir affiner les demandes des candidats, les candidats peuvent demander à faire des préparations métiers pour l'agriculture, BTP et industrie parce qu'en fonction, voilà, ils peuvent, dans le cadre des préparations, découvrir plusieurs facettes des métiers de l'agriculture, du BTP, de l'industrie et grâce à ça, ils peuvent soit rebasculer après sur de l'HSP, soit
sur le PRF, soit des fois rentrer carrément dans la vie active. Et depuis 2024 aussi, il y a une sensibilisation générale au monde du travail. Alors, l'HSP, c'est un peu particulier. Il y a des contenus adaptés aux besoins de chacun. C'est vraiment des accompagnements individualisés en fonction des savoirs et des acquis de chacun. Les stagiaires sont à la fois et dans les centres de formation et en entreprise pour se familiariser avec le monde du travail. Vous verrez un peu plus tard, on vous en reparlera. La région participe à certains frais, prend en charge certains frais, que ce soit pour le logement ou la restauration. Et les stagiaires peuvent, compte tenu souvent, c'est des gens qui sont un peu éloignés de l'emploi, ils peuvent bénéficier d'accompagnement individuel renforcé euh, au niveau santé, emploi, mobilité, autre chose, et avec les structures compétentes. Voilà, Inès, si tu veux. Ok. Donc, oups. Donc, en complément de l'offre HSP premier niveau de qualification qui est donc adaptée, individualisée, on peut prolonger les parcours s'il y a besoin de renforcement, on peut les interrompre et revenir. Enfin voilà, c'est très souple. En complément de cette offre, on a une offre, on va dire, plus brute, où c'est juste la formation qui vient être achetée et prescrite. Donc, il y a moins de... il y a pas tous les accompagnements que Sylvie peut détailler. Et surtout, la durée, elle est limitée. Donc, si c'est une formation de 600 heures, bah, c'est 600 heures. Alors que Sylvie, il peut y avoir des choses qui viennent se rajouter dans le cadre de l'individualisation. On peut, enfin, Sylvie, l'HSP. Voilà. Donc là, on parle d'une offre brute qui vient compléter l'HSP. Donc, c'est aussi en complément, donc ça va être plutôt des niveaux supérieurs, puisque l'HSP couvre quasiment tous les premiers niveaux de qualification, donc les métiers classiques en tension, enfin voilà, ça va être les métiers que tout le monde connaît et tout le monde sait qui sont beaucoup recherchés dans l'emploi. Le marché va essayer d'être un peu plus fin, il va pouvoir répondre à des besoins plus conjoncturels, par exemple, ou alors à des niveaux de qualification supérieurs. Je donne des exemples. Par exemple, c'est dans les marchés qu'on va avoir des formations type technicien supérieur de maintenance industrielle. Donc un bac plus 2. On n'en a pas énormément des bacs plus 2, mais voilà, si on cherche des bacs plus 2, ça va être dans les marchés. On va aussi avoir tous les métiers du tertiaire, de type gestionnaire de paye, secrétaire comptable fiscal, et des métiers du bâtiment aussi supérieurs. Donc, par exemple, géomètre topographe. Donc, ça, on peut imaginer un parcours qui commencerait avec de l'HSP, qui permettrait de sécuriser euh, lié à l'accompagnement et au renforcement qu'il peut y avoir sur l'HSP. Je dis l'exemple de quelqu'un qui aurait besoin de renforcement en maths, du coup qui se verrait prolonger son parcours d'électricien et qui en HSP et qui enchaînerait sur un parcours marché sur une qualification supérieure dans le secteur de l'électricité. Voilà, c'est juste pour donner un peu de chair à ce que ça peut être comme offre. Et donc, cette offre marché, je le disais, elle est vraiment basée sur les besoins d'emploi. Donc, elle est travaillée avec les branches professionnelles et, euh, et les acteurs enfin, de l'insertion. Voilà, je poursuis. Oui, alors est-ce On qu'il est y a allé un des peu vite. questions? Alors non, pour l'instant, il n'y a rien dans le chat. N'hésitez pas, Ok. hein, si vous avez besoin d'un peu plus d'éclaircissement à utiliser cet espace de discussion. Mm. Mais sinon, on va continuer, Inès. Ok. Après, peut-être Sylvie, je me dis, ça serait peut-être intéressant. Après, enfin, je donne des idées de questions si jamais certains ont envie, mais des idées d'exemples de comment on peut Mm. adapter un parcours pédagogique à l'HSP versus comment on ne peut pas trop l'adapter au marché. Voilà, de montrer que la différence est vraiment sur mesure et brute. Voilà, c'était juste la petite. Alors, Voilà, en HSP, on peut prendre son temps si on a des soucis, des choses comme ça.
Ça peut durer jusqu'à 24 mois. Et effectivement, comme disait Inès, c'est vraiment deux dispositifs différents. Le premier, c'est pour se remettre un peu dans le métier, dans le move, et voilà, retrouver une formation qui intéresse. Et effectivement, après, si on peut poursuivre sur des niveaux supérieurs pour se spécialiser. Donc, ça, c'est complémentaire. Mm. C'est pas obligé, hein. On peut s'arrêter après de l'HSP. Il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent et qui ont un emploi à la fin de leur formation HSP. Ce n'est pas forcément une obligation de continuer, mais c'est une possibilité. Alors Inès, Sylvie, il y a justement deux publications là sur le chat. Avec une question d'abord, est-il possible de financer par ce biais une formation de CIP, donc conseiller en insertion professionnelle, et puis un besoin d'éclaircissement sur peut-être cette notion de parcours marché. Ok. Ben, CIP, oui. On l'a à notre offre de formation dans le marché, du coup, pas dans la HSP, puisque c'est un niveau de qualification au-dessus du niveau 3. Donc, en fait, le niveau CAP, BEP, en fait, qui concerne l'HSP. Donc, tout ce qui est niveau 3, ça va être HSP. Ce qui est au-dessus, ça va être marché, sauf exception. Par exemple, dans l'HSP, il n'y a pas de formation numérique. Donc, voilà, ça va être plutôt le marché. Mais bon, la règle générale, c'est quand même niveau 3 HSP, marché, niveau supérieur. Donc, CIP, c'est un niveau supérieur. Donc, ça sera dans les marchés. Vous, comme je disais à la première slide, c'est peut-être aller un peu vite, mais je remonte. Euh, c'est là. Donc, si vous allez sur Raphaël ou sur C'est ma formation, vous tapez conseiller en insertion professionnelle et vous allez voir où il y en a. Alors, il n'y a peut-être pas de sessions actuellement qui ont commencé, donc il n'y en aura peut-être pas, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas dans quelques mois. Parce qu'il n'y a pas il y a pas des sessions forcément sur des métiers comme ça. Enfin, sur des métiers comme maçon, par exemple, on va avoir des entrées quasiment chaque mois sur conseiller en insertion de probation. Pff, je fais aussi les formations en prison, donc des fois ça switch un peu. Euh, conseiller en insertion professionnelle, il n'y en a pas autant, mais il y en a. Donc voilà, il faut rechercher par département. Et l'autre question, je crois que c'était pour moi C'était aussi. sur le parcours marché, Alors, la parcours notion marché, parcours voilà. marché. Mm. En fait, on va utiliser la notion de parcours, on va beaucoup l'utiliser pour HSP, puisque en fait, on va pouvoir venir accrocher sur la formation, on va pouvoir venir accrocher du renforcement en français, du renforcement en maths, compétences de base, etc. Sur le marché, on a moins la notion de parcours, même si bien sûr, il y a le parcours d'insertion. Mais le marché, ça va être une formation assez brute en fait. On va pas avoir autant de services périphériques. Donc ça va être le parcours d'insertion, mais le parcours de formation, c'est la formation plus, voilà, fin, comme on a l'habitude, date de début, date de fin, certif à la fin, et voilà. Mm. Je sais pas si Al- ça éclaire ça. Oui, alors justement, on a un complément, en tout cas une situation individuelle qui nous apparaît sur le chat. Donc, un candidat qui a été accepté, pourtant on lui a dit qu'il n'y avait pas de financement région sur cette formation de CIP. Sur ces questions de situation individuelle, est-ce qu'on peut orienter les participants ou est-ce qu'il y a une adresse mail à qui Oui, vers laquelle on peut orienter? oui, alors je vous spoil un peu la fin ne regardez pas les slides entre eux. Clac, 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 j'avance, puis voilà. En fait, il y a les équipes territorialisées du pôle formation Mm. emploi. Donc là, vous avez en fait par département les noms des contacts. Donc, selon le département dont on parle, vous pourrez trouver le nom. D'accord. Et sinon, youp, il y a cette adresse mail générique. Mm. Cette adresse mail générique, parfois c'est plus simple de passer Oui. directement, va pouvoir renvoyer sur la personne concernée sur ce Mm. territoire ce qui est sur la carte. Voilà. Donc peut-être l'adresse mail générique. De toute façon, on vous enverra le PowerPoint, donc vous pourrez Mhm. retrouver l'adresse mail. Mais bon, elle est assez classique, forme point continu. Voilà. Et après, Et pour cette oui. formation, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. C'est pas aussi régulier. L'HSP, en fait, sa spécificité, c'est qu'on peut rentrer quasiment en continu pour pas perdre les publics qui sont déjà un peu Mm. éloignés de l'emploi.
Donc, on va pouvoir vraiment rentrer très, très régulièrement pour justement sécuriser le parcours, alors que sur les marchés, il va y avoir parfois qu'une session par an. Donc, si on loupe la rentrée, il faut attendre un an. Donc, voilà. J'enchaîne avec une autre question. Ah. Donc, l'accompagnement renforcé individuel peut-il être sous-traité par une structure locale spécialisée dans ce domaine, ou bien cet accompagnement est obligatoirement assuré par l'organisme de formation? Sylvie, tu me dis, mais peut-être qu'on répondra à ça quand on parlera de l'accompagnement. Oui, et là, j'avoue que de mon rappel, je ne sais pas si on peut sous-traiter, mais comme on peut sous-traiter des choses, pour moi, on peut sous-traiter, mais il faut du personnel qualifié. Donc, effectivement, si au sein de leur organisme de formation, ils n'ont pas le personnel, ils peuvent se servir en sous-traitance Hmm. de notre organisme, enfin, tout, oui, d'un organisme habilité à pouvoir sous-traiter. Au moment de la réponse à l'appel d'offres, Oui. si l'organisme de formation veut sous-traiter Mm. cet aspect, il peut le faire. Mais Mm. il peut Mm. aussi l'avoir dans ses propres, Voilà. euh, Personnel. propres personnels. J'en profite quand même pour faire une parenthèse parce que ça revient souvent quand on parle de cet accompagnement HSP qu'on va présenter après. Donc on avance un peu, mais vous aurez les détails après. Donc, je donne quand même ce cadre avant qu'on présente plus spécifiquement. On ne demande pas à la région de faire du travail social aux organismes de formation. C'est vraiment un travail d'orientation qui vient pas concurrencer le travail social. Donc, si on franchit, entre guillemets, le cap de questions d'ordre social, les organismes de formation voilà, n'ont pas forcément, n'ont pas la compétence de travailleurs sociaux, ils ont la compétence d'accompagnement socio-professionnel, c'est pas la même chose, et donc ils peuvent orienter aussi sur les travailleurs sociaux de secteur ou les associations locales, etc. Les Donc ça, assistantes sociales. voilà, donc il y a quand même cette notion à avoir, même si, voilà, Sylvie, tu vas détailler après ce que c'est l'accompagnement renforcé spécifique. C'est bien voilà, d'avoir cette info dès à présent. Merci, on peut continuer. Je crois qu'il n'y a plus de Allez, questions pour j'avance. l'instant. Donc, l'accompagnement et sécurisation des parcours. Donc, ça veut dire, là, on a parlé des formations. Voilà, c'est formation maçon avec l'HSP, c'est formation, je ne sais plus quel exemple j'ai donné, technicien supérieur de maintenance industrielle pour l'industrie. Et donc, dans ces deux parcours, il va y avoir les priorités régionales politiques qui vont pouvoir s'intégrer. C'est la région qui, quand elle passe un appel d'offres, exige de chaque répondant qu'il puisse intégrer ça à son offre. Donc, il y a deux formes de contenus qui viennent s'ajouter. Les contenus de sensibilisation aux priorités régionales et les modules complémentaires Néoterra. Donc, c'est en gros pour ces deux sujets, c'est à peu près 2 semaines de formation rajoutées à la formation. Donc, je parlais du maçon, il aura 2 semaines de formation de plus sur ça. Le technicien de maintenance, il aura deux semaines. En moyenne, c'est un maximum, mais voilà, selon ce que propose l'organisme de formation. Donc, le premier contenu, c'est égalité. Enfin, égalité, c'est sensibilisation aux valeurs de la République, à l'éducation citoyenne et à la prévention des violences sexuelles et sexistes. Sexistes et sexuelles, je crois. Donc, ça va être un contenu qui va aborder, par exemple, selon les réponses des organismes, ça peut être différent d'un organisme à un autre, mais ça va ça va être, on peut aborder la laïcité, l'égalité femmes-hommes, la question des discriminations, voilà, c'est avec le format pédagogique qui est décidé par l'organisme de formation. Il y a un contenu numérique, donc sensibilisation aux enjeux du numérique, qui va aborder le numérique durable, la cybersécurité, euh, la protection des données, voilà. Donc des notions de sensibilisation sur ça et Néoterra niveau 1. Donc, c'est en tant que citoyen, là, on ne s'adresse pas à des professionnels futurs d'un métier, on s'adresse vraiment aux citoyens. Donc, en fait, l'exemple le plus parlant, ça va être de proposer, par exemple, la fresque du climat. Ça peut être aussi un contenu qui est fait par l'organisme de formation, mais voilà, qui va parler de la feuille de route Néoterra. Ah oui, j'ai oublié de préciser. Néoterra, vous savez peut-être pas ce que c'est. Ça tombe bien, il y a un webinaire bientôt à ce Mm. sujet. Néoterra, c'est la feuille de route développement durable de la région. Donc voilà, c'est aborder les sujets, que ce soit au niveau mondial, les enjeux de développement durable au niveau mondial ou au niveau, enfin, jusqu'au niveau régional.
Voilà. Donc souvent, les organismes de formation peuvent proposer une animation de type fresque du climat euh, pour en fait voilà, essayer d'apporter des clés d'action aux citoyens. Donc ça, c'est les contenus généraux liés aux priorités générales. Et on a ajouté un contenu Néoterra renforcé, je pourrais dire, où là, on va s'adresser aux futurs professionnels, plus aux citoyens comme au-dessus, mais aux futurs professionnels. Donc, par exemple, le niveau 2, ça va être, je me suis noté des exemples, dans le bâtiment, on va avoir toutes les formations du bâtiment vont avoir un complément de formation sur, par exemple, qu'est-ce que les matériaux biosourcés, comment favoriser le réemploi dans mon métier. Pour les métiers de l'agriculture, ça va être avoir des connaissances sur ce qu'ils appellent dans l'agriculture les biosolutions. La restauration, ça peut être une sensibilisation à l'assiette végétale ou à l'anti-gaspi. Pour l'industrie, c'était un peu des sensibilisations à des matériaux alternatifs, recyclés, ce genre de choses. Donc voilà, ça va être quelques heures de formation spécifiques au secteur d'emploi vers lequel se dirige le demandeur d'emploi. Donc selon la formation qu'il fait, ben, ça va lui ouvrir un contenu spécifique. Et le niveau 3, donc là on était au niveau du citoyen, ensuite on a le niveau du secteur professionnel, et là on rentre dans le niveau métier. Donc là, on est plus spécifique. Ça va être une petite habilitation qui peut venir aider la personne à augmenter son employabilité tant qu'à faire, mais en plus qui a des orientations développement durable. Donc ça va être pour un électricien, il va pouvoir prétendre à avoir une habilitation à la pose de panneaux photovoltaïques qui n'est normalement pas intégrée dans la formation. Ou ça va être avoir une formation sur l'installation, toujours pour l'électricien, l'installation de bornes de recharge de véhicules, donc les bornes qu'on voit sur les routes, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas intégré au référentiel de formation électricien, donc nous, on vient l'ajouter. Enfin, on vient donner la possibilité d'y prétendre. Ça ne veut pas dire que tous ceux qui font la formation électricité seront intéressés par ça, mais ils pourront le demander. J'ai un autre exemple pour charpentier, ce serait de faire une petite habilitation pour la paille, donc un matériau biosourcé et qui n'est pas prévu au référentiel de formation charpentier, mais qui permet d'avoir un petit complément. Dernier exemple, après j'arrête. Pour les agriculteurs, avoir une sensibilisation à l'agrivoltaïsme ou à la méthanisation, qui pourra être une petite activité complémentaire, mais qui n'est pas intégré au référentiel de formation de base, ou alors on en parle, mais on ne va pas aussi loin. Voilà, donc ça c'est un peu ce qui est en cours de développement. Donc c'est pas encore égal, donc vous pouvez peut-être, s'il y a des prescripteurs de la formation qui écoutent, peut-être que vous allez avoir quelqu'un qui va dire, bah non, moi j'ai fait électricien, on m'a pas proposé. Parce que c'est en train de se mettre en place, donc petit à petit ça se déploie, mais il y a des endroits où c'est pas encore complètement fait. Voilà, pour ça. L'autre chose qui est proposée dans toutes les formations, que ce soit HSP ou marché, donc voilà, il y a la formation brute en fait, dont je parlais, il y a ces modules priorités, etc., qui viennent s'ajouter, et puis il y a l'accompagnement socio-professionnel générique. Donc c'est pour ça, on disait tout à l'heure, enfin, Sylvie détaillera un peu plus sur ce qui peut être fait et pas fait, mais vraiment, là, ça s'adresse à tous les demandeurs d'emploi en formation. L'organisme de formation va l'accompagner dans ses besoins pédagogiques pour individualiser le parcours. Ça peut être raccourcir un parcours de formation s'il y a des choses qui sont déjà acquises. Ça peut être aider la personne à faire son dossier de rémunération et l'aider dans la construction de son parcours pro pour la suite. Ça va être de proposer des ateliers de techniques de recherche d'emploi. Et à la sortie de la formation, ben, il y a un accompagnement pour soit se dire le parcours d'insertion va commencer vers l'emploi, donc on va vous accompagner vers l'emploi, ou alors de dire bah, c'est le premier pas vers une autre formation, on vous accompagne, on peut vous inscrire sur une autre formation ou vous conseiller entre deux formations pour la suite de parcours. Voilà. Donc ça, c'est l'accompagnement systématique pour tous les stagiaires de marché ou HSP.
Et je laisse, je pense, Sylvie continuer. Donc, dans le cadre de la sécurisation des parcours, effectivement, il y a des services périphériques et de l'accompagnement renforcé dans l'HSP. Donc, effectivement, pour aider ces personnes qui sont souvent loin de l'emploi avec sans revenu ou RSA ou des choses comme ça, il y a une prise en charge des repas et du logement par la région, hein, mais en laissant un petit montant à la charge des stagiaires, donc 1,50 € pour les repas et 3 € pour les nuitées. Alors, les organismes de formation ont différentes possibilités pour les repas. Donc, c'est soit fournir des tickets services, dont le montant est fixé par rapport à à la maquette financière quand ils ont répondu à l'appel à proposition. Ils ont budgété tout ça. Donc ça peut être soit des tickets services, donc effectivement qu'ils peuvent dépenser là où ils veulent. Bien sûr, pour de la restauration, ils peuvent avoir un désaccord avec un service de restauration collective, hein, dans les grandes villes, c'est plus facile s'ils se retrouvent à côté d'un lycée. Et dans des plus petites villes, il peut y avoir des accords avec un restaurant. Il faut savoir que les repas, c'est maximum, c'est 5 repas le midi, c'est-à-dire il faut qu'ils travaillent le matin et après-midi. Et ça peut être aussi le soir si les stagiaires sont hébergés par l'organisme de formation. Donc, au niveau justement de l'hébergement, ils peuvent soit être en internat. Certains organismes de formation ont des internats. Donc, voilà, ils mettent à disposition et ils font payer les 3 € pour la nuitée. C'est 5 maximum, hein. Ça peut être, alors on peut aller jusqu'au le dimanche soir s'ils sont loin de leur lieu de formation pour pouvoir arriver le dimanche et pouvoir bien commencer lundi matin. Et il peut y avoir des accords aussi avec les hôtels. Donc, un montant défini, mais de toute façon, il n'y a que 3 € pour le stagiaire. Donc là, pour parler de l'accompagnement renforcé ou intensif, c'est en plus de l'accompagnement socio-professionnel générique qu'on a vu auparavant. Donc, ça peut être fait par une personne qui est dédiée normalement au sein de l'organisme. Donc, ça peut être un conseiller en insertion pro, un travailleur social, un psychologue du travail. Comme vous disiez Inès, leur travail, c'est de mettre en relation. Ce n'est pas eux qui vont régler tous les problèmes, mais accompagner. Je parle le logement, peut-être trouver la bonne assistante sociale si on se retrouve, parce que malheureusement, on se retrouve avec des stagiaires qui ne sont logés que le temps de leur formation et qui n'ont pas de logement le week-end. On peut se retrouver donc effectivement avec un travailleur social qui peut l'accompagner pour voir pour des logements sociaux. Donc, ça porte sur différents thèmes, donc la santé, l'accès aux soins, les remettre dans le parcours des soins et la situation administrative, mais on ne fait pas à la place. Le but, c'est d'accompagner, de trouver les bonnes personnes à l'extérieur pour pouvoir. Mais c'est vérifier qu'ils font ça. C'est-à-dire que c'est pas, on leur donne pas ce travail-là, c'est pas dire bon, on vous a trouvé une assistante sociale pour tel et tel problème que vous avez. C'est vraiment suivre avec la personne, l'avancer, relancer. C'est vraiment un suivi qui peut être, si c'est en grande difficulté, ça peut être voire une fois par semaine. Voilà, moi, j'ai pas d'autres, s'il y a des questions, j'ai pas d'autres choses à vous dire. Inès, si tu veux rajouter, mais j'ai pas d'autres. Donc, bon, on va passer à la suivante. Pardon, Oui, j'ai pour l'instant, il n'y a pas de enchaîné. question. Il n'y a pas de Effectivement. question. Donc, Non. on va passer à la suivante. Donc là, ça porte sur la rémunération, la protection sociale, les aides pour les stagiaires de la formation professionnelle. Il faut savoir que sur ce sujet-là, la sous-direction de la sécurisation des parcours va faire un webinaire le 16 septembre prochain. Donc, tout ce qui est à l'affiche, c'est-à-dire la rémunération des stagiaires, la protection sociale, les prestations sociales, l'aide au transport et l'hébergement, fonds social formation, fonds d'aide à la mobilité et l'aide au permis,
tout ça sera développé lors de ce webinaire. Ça sera beaucoup plus fourni et effectivement, ils pourront vous répondre bien au niveau technique de comment c'est demandé et à quoi ça ouvre droit. Alors, je mets les liens vers les fiches descriptives de ces webinaires dans la conversation. Alors, on a une remarque. Il est très difficile pour les travailleurs sociaux de trouver des hébergements juste pour le week-end. Cela pose problème. Bon, Ouais. on en est conscient. Donc, effectivement, le but, c'est de trouver un logement le but, c'est de trouver un logement pérenne, puisqu'effectivement, c'est une formation, même si c'est la formation, si c'est un CAP, que le stagiaire est sur une formation de 9 mois et qui peut être prolongée, puisqu'effectivement, on est sur des parcours qui peuvent aller jusqu'à 24 mois. Il faut trouver un logement. Pour le week-end, on va dire, ça peut être sporadique, ça peut être malheureusement d'autres hôtels, ce genre de choses, mais le but, c'est effectivement d'aller dans un logement social type HLM ou jeunes travailleurs. Enfin, je sais pas quelles sont Mm. les obligations pour rentrer dans ce type Il y de a structure, certains... ouais. de structure. Mais on est conscient, effectivement, on est conscient que nous avons beaucoup de personnes en difficulté, jeunes et moins jeunes, et c'est un, oui, c'est un écueil. Mm. Après, voilà, c'est une forme, c'est ça, c'est quand même mieux que rien, Ah oui, parce que en fait, l'HSP a vraiment voulu essayer d'avoir ces services, comme tu disais, tout périphériques. Il y a des organismes de formation qui restent ouverts le week-end et voilà, mais c'est pas ce que la région a demandé. La région a demandé pendant la formation, donc parfois il peut y avoir certains organismes de formation qui fournissent ce service aussi le week-end, au-delà de la demande de la région. mais c'est pas tous. Mais non. Hmm. Peut-être je fais une petite conclusion résumée. Vas-y. Ça générera peut-être de nouvelles questions. Tout à Euh, fait. Alors, on en a une justement, Inès, sauf s'il y en a eu, sauf s'il y en a, oui, vas-y, peut-être. alors, qui viennent d'arriver. Pour les FJT, il faut être salarié, donc le statut pendant la formation ne le permet pas a priori. Hmm. Voilà. Euh, ça, moi, je connais pas du tout les conditions d'accueil des FJT, mais il me semble que peut-être il y a des choses à creuser. Là, je connais pas. Donc, Et pas d'autres questions, si Bon, tu je veux. conclue. Donc, en résumé, on a toute l'offre de formation qui est sur Raphaël et c'est ma formation pour aller regarder quelle est l'offre. On a deux dispositifs qualifiants à la région. Le premier, marché, qui va, je simplifie un peu, être plutôt des niveaux de qualification au-dessus du CAP au-dessus de niveau 3 et dans lequel, bien qu'à l'intérieur de la formation, on individualise selon les connaissances des gens, ça reste une formation brute avec un accompagnement générique. Donc juste un accompagnement vers l'emploi avec un peu de soutien administratif sur certains sujets. Il n'y a pas d'aide au repas, il n'y a pas d'aide à l'hébergement. Et de l'autre côté, on a l'HSP qui, lui, peut être très, très individualisé à tel point qu'il n'y a pas de prérequis. C'est ça aussi la grosse différence. Prérequis pour les marchés, pas de prérequis pour l'HSP. L'HSP, pas de prérequis. Donc, on va apporter du renforcement sur les sujets non maîtrisés. Je prends l'exemple de maçon, ben, on va refaire 1 mois de maths ou 2 mois de maths avant pour pouvoir calculer des masses, et des volumes, donc, et prolonger d'autant le parcours. Voilà. On peut interrompre le parcours si la personne elle a besoin de partir en emploi saisonnier et de revenir. Voilà, c'est la version beaucoup plus souple. Il y a l'accompagnement générique aussi, donc aide à la recherche d'emploi, soutien sur des aspects administratifs. Et par-dessus, il y a l'accompagnement renforcé qui est possible à déclencher selon les profils. Donc voilà, c'est un peu pour avoir les deux euh, systèmes qui coexistent. Donc l'HSP, évidemment, il y a l'aide au logement, l'aide à l'hébergement et l'aide au repas. Et voilà, donc je pense que c'est déjà si on a ces deux grandes idées,
on saura un peu mieux orienter les publics, sachant qu'après, c'est pas les mêmes formations. En fait, c'est vraiment l'idée, que ces deux dispositifs ne se concurrencent pas. Donc, on va surtout choisir la formation avant de choisir le dispositif parfois, mais voilà, c'est ça l'idée. Et à l'intérieur, il y a bien sûr les priorités régionales politiques, néo-terra, égalité et numérique. Voilà, c'était un résumé express. On avait gardé beaucoup de temps, on avait voulu faire une présentation un peu rapide pour laisser du temps à vos questions, donc allez-y si vous en avez. Donc, il y a encore du temps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas Voilà, à les poser maintenant. c'est le jeu. Je profite du coup pour vous donner les liens, des liens complémentaires si vous souhaitez assister à d'autres webinaires après celui-ci. Je pose un lien pour que vous puissiez accéder aux autres fiches des webinaires proposés dans le cadre du mois de la formation. C'est fait. Je laisse encore quelques secondes. Si des personnes avaient des questions en tête qu'ils n'auraient pas encore posées, vous pouvez le faire maintenant. Sinon, comme le disait Inès, le support de ce webinaire vous sera transmis à l'issue euh, de cette rencontre. Bon, j'ai l'impression que pas d'autres questions. C'est que Bon. ça doit être très très clair. Du coup. Non, mais après, c'est vraiment là, on est sur le b.a.-ba un peu des dispositifs région. Je Oui, pense que ça fait une bonne introduction, comme il me semble que c'est le premier webinaire du mois de la formation, il me semble. oui, Donc tout à voilà, fait. c'est bien d'avoir cette petite base sur ces deux dispositifs qui sont quand même les plus gros dispositifs de la région. Il ne faut pas l'oublier, c'est en termes de volume financier. On a d'autres petits dispositifs pour les petits. Bon, les gens qui gèrent ces dispositifs ne seraient pas contents que je les appelle les petits dispositifs, mais Mm. on a un dispositif pour les détenus, on a des dispositifs à fest, etc., etc. Mais voilà, les deux plus gros et auxquels on se confronte entre guillemets le plus quand on cherche une formation, ça va être cela. Donc voilà, ça fait la petite base. Et donc après, pour les autres webinaires, il y a cette base qui est posée. Une question Ah. qui vient d'arriver. Une personne qui effectue la formation TIECC peut-elle demander le CQP3 de la formation technicien CVC financée par la région? Alors, je pense que les deux sont au marché parce qu'il me semble que les deux sont plus que niveau 3. Donc, il y a des possibilités de demande de dérogation. Enfin, c'est même pas une dérogation, en fait, c'est une demande de suite de parcours. En fait, s'il y a une justification pédagogique à dire, ben, en fait, ça vient compléter mon parcours et ça va me permettre d'obtenir un emploi plus facilement, et ça peut être étudié. Parce que sinon, s'il n'y a pas cette justification, on a bien sûr des délais de carence entre deux financements de formation. Je donne un autre exemple. Donc, il faut demander, mais il y a des possibilités. Je donne un exemple qui arrive souvent, donc, parce que celui-là, je ne le maîtrise pas forcément, donc je ne sais pas, il y aura une étude à faire sur ça. Mais un exemple que je maîtrise et que je sais qui se fait, c'est par exemple dans la restauration, la double compétence sur, enfin, Sylvie, tu pourras mieux en parler que moi, mais sur des métiers de bouche, par exemple, je sais pas moi, boulanger, pâtissier ou ce genre de choses. Bon, je crois pas qu'on est pâtissier à l'HSP, mais Si, ah voilà, mais voilà. Ben, donc typiquement, ça peut être justifié comme une suite de parcours favorisant une meilleure insertion. Et donc dans ces cas-là, il n'y a pas de souci en fait. Mais il faut que ce soit argumenté et ça ne sera pas forcément accepté parce qu'il faut qu'il y ait des places en formation, il faut que la personne elle ait encore les droits d'accès à la formation, etc. Enfin, c'est pour ça là, je ne peux pas me prononcer pour ce cas en particulier, mais sur le principe, ça se peut. Et on a une question également. Est-ce qu'une personne peut s'inscrire seule sur une formation ou y a-t-il besoin d'un prescripteur? ils peuvent s'inscrire, voilà, Inès revient sur la slide, ils peuvent être prescrits par un professionnel, hein, Pôle emploi, mission locale, mais ils peuvent aussi faire une candidature directe sur la plateforme C'est ma formation. Et alors, côté HSP, ils se positionnent, ils vont être reçus, puisque de toute façon, tous les candidats sont reçus par l'organisme de formation, puisque là, ils n'ont pas été prescrits, quand même, voir si la personne, enfin, si la formation correspond bien à la recherche de la personne. Euh, Même si la personne candidate elle-même,
Voilà, faut lui présenter. Voilà, ils sont pas sûrs des fois de savoir ce qu'ils veulent. Et l'important, c'est de discuter et peut-être être réorienté, ou alors ça correspond vraiment à ce qu'ils souhaitent en formation. Et là, il reste, sachant qu'en HSP, il n'y a pas de, je veux dire, tous les candidats qui arrivent, donc c'est un peu les premiers arrivés, premiers servis. On ne choisit pas, les organismes de formation ne choisissent pas leurs stagiaires. En fait, il n'y a pas de sélection, il y a Voilà. une confirmation du projet professionnel pour l'HSP. Si la personne se candidate sur CEMA Formation, l'organisme fera, entre guillemets, seulement une confirmation du projet professionnel. Si c'est du marché et que la personne s'inscrit toute seule, il y aura une confirmation du projet professionnel plus un test sur les prérequis. Je pense à la formation gestionnaire de paye, par exemple. La personne peut s'inscrire toute seule. L'organisme va confirmer, numéro un, que c'est bien ce métier que cette personne a dans son projet pro. Et numéro 2, bah, lui faire passer des tests de prérequis. Il n'y a pas de prérequis pour l'HSP, mais pour les marchés, il y en a souvent. Voilà. Alors, une question qui vient un peu qui rebondit à ce que tu viens de dire, Inès. Il est pourtant désormais demandé que tous les stagiaires intégrant un dispositif de formation soient préalablement inscrits à France Travail. Alors, pourquoi faire une auto-prescription? Alors, il peut y avoir des personnes qui sont très autonomes dans qui sont inscrites à France Travail, mais qui sont autonomes dans leur recherche et qui ont pas forcément, entre guillemets, envie, voilà, enfin, ou alors qui ont un rendez-vous dans trop longtemps et qui voient que, par exemple, je reprends l'exemple de gestionnaire de paye, la personne aurait un rendez-vous en octobre alors que la formation débute en septembre, ben, peut-être que ça peut être une manière, une stratégie de la part de cette personne de s'inscrire toute seule. Il y a aussi des personnes qui vont être accompagnées, pas spécifiquement à la formation, qui vont être sur d'autres sujets. Enfin, c'est possible en tout cas de le faire seul. Après, souvent, quand même, quand il y a des autoprescriptions, ce qu'on appelle des non, Positionnement. autopositionnements, merci. Quand il y a des autopositionnements, souvent, quand même, si la personne est suivie par ailleurs à France Travail, enfin, ou n'importe où d'ailleurs, qui est accompagné, l'organisme de formation saura dire, ben, peut-être, voilà, nous on prend votre candidature, est-ce que vous en avez parlé avec votre conseiller? Voilà, l'organisme de formation, il peut aussi jouer le rôle de refaire le lien après si la personne bah, n'était pas trop au courant aussi que elle pouvait passer avec son conseiller. Voilà, l'idée c'est Donc, de... si cela est le cas, alors une question aussi, qui valide le projet? Donc, c'est bien l'organisme de formation? Oui, en fait, l'organisme de formation, s'il voit que la personne elle est inscrite à France Travail, je dis cet exemple comme n'importe quel autre prescripteur, elle va pouvoir reboucler avec enfin voilà, elle va recevoir le demandeur d'emploi qui veut être gestionnaire de paye pour reprendre cet exemple. Elle va interroger la personne chargée du recrutement. Elle va dire, bah, est-ce que vous avez un conseiller? Est-ce que vous êtes suivi, etc. Est-ce que ça vous intéresse qu'on reboucle avec cette personne, avec votre conseiller pour voilà, sécuriser un peu votre parcours, etc. Euh, c'est le travail de proximité de l'organisme de formation qui est censé quand même connaître, enfin, généralement, les chargés de recrutement slash conseillers, enfin, ça dépend des organismes de formation, ils ont des titres un peu différents, mais généralement, ils connaissent le maillage des acteurs de l'insertion de proximité. Après, ça peut arriver qu'il y ait des loupés, mais bon, voilà. Et puis, il y a des Alors, gens il y a qui sont une... juste pas inscrits, enfin, qui sont un peu hors, même si maintenant, c'est plutôt d'actualité, mais bon, voilà, ça peut arriver aussi qu'il y ait des personnes qui passent entre les mailles. Voilà. C'est une manière de les rattraper. Voilà. Alors, une dernière question, je crois. Est-ce que sur les marchés, un budget peut être gelé en cours de validité euh, du marché? Alors ça, je pense que c'est un organisme de formation qui pose Hmm. peut-être cette question. Je Ouais. suppose. En fait, gelé, non. En revanche, on s'engage pas sur des quantités. On passe un marché en disant, je caricature un peu parce que je ne suis pas juriste, donc j'espère que vous ne me tiendrez pas rigueur de ces maladresses. Mais en fait, nous, on s'engage pas à dire
ben, voilà, on vous commande par exemple 10 personnes sur 4 sessions. La région est en droit de réduire cette commande dans le sens où on ne s'est pas engagé sur un maximum. En fait, quand on dit 10 personnes, 4 sessions, c'est le maximum qu'on puisse commander. On peut le réduire. Vous avez certainement vu passer, donc si c'est un organisme de formation qui pose cette question, on a un petit peu, oui, on est dans un contexte économique contraint. Je pense que c'est le cas pour tous les acteurs autour de la table. Voilà, donc oui, il y a des choses, on réévalue un certain nombre de marchés qu'on avait passés en parfois réajustant. Quand on sait que, euh, je prends l'exemple de gestionnaire de paie, mais qui n'est pas un bon exemple parce que gestionnaire de paie, généralement, c'est rempli. Mais il y a des formations on commande 10 places et il n'y a que 8 participants depuis plusieurs années. Bah, il semble pas absurde de se dire bah, on va commander 8 places maintenant. Voilà, c'est ce genre de choses qu'on peut réajuster, qu'on est en train de réajuster. Voilà. Alors, enfin, il y a une demande de pouvoir obtenir les contacts. Est-ce que c'est possible des contacts directs, téléphoniques ou mail sur les secteurs géographiques? Puisque là, tout à Oui, l'heure, c'était une boîte mail un peu oui, en générique. fait, Ouais. j'ai cherché, je repars à la fin. Je suis désolée, j'ai cherché à avoir la carte avec les contacts génériques, mais je ne l'ai pas trouvée. On vous enverra peut-être avec le Mm. PowerPoint. En fait, c'est très simple. Enfin, c'est très simple quand on a compris la logique. C'est une adresse mail par département. Alors, les contacts directs des personnes, non, puisque bah, ils sont en général sur une seule adresse mail par département. Par contre, je peux vous donner l'adresse mail par département. Et donc, la construction de l'adresse mail, c'est action territoriale FE pour formation emploi. Et là, numéro de département. Donc, 33 Nouvelle-Aquitaine, 64 Nouvelle-Aquitaine. Donc, je vous enverrai ces adresses mail-là génériques. Oui, on associera dans le mail que je vous enverrai, j'associerai ce document complémentaire. Voilà, c'est ça. Là, j'ai pas réussi à l'avoir avec le document qui était plus clair que ça. Mais voilà. Enfin, Alors, chacun a il y a un contact pas, territorial, en fait. Ouais. Mm. Alors, pas d'autres questions. Je vous propose qu'on puisse clôturer là le webinaire. Ok, bon. Super. Merci en tout cas tous et toutes d'avoir participé à ce webinaire-là. Merci à Inès, Sylvie. Et puis, on vous retrouve très certainement sur les prochains webinaires du mois de la formation. Et puis d'ici là, on vous envoie les supports de présentation de ce webinaire. Merci. Et à bientôt. Bonne journée.